mercredi soir, on avait les années 90. Et j'avais un peu établi un parcours qui allait de mes premières œuvres que j'avais fait à Calgary, un peu comme autodidacte, jusqu'à mes œuvres que j'avais fait ici à Montréal, quand j'avais commencé à faire des études cinématographiques à l'université Concordia. Et à ce moment, je travaillais plus ou moins dans un mode autobiographique. Ça a changé avec cette œuvre, Crush, où j'ai commencé vraiment à penser plus comme un écrivain qui inventait des histoires, où en fait il y avait une distance entre moi comme auteur et le jeu qu'on entendait parler à l'écran. Et cette œuvre était suivie par 3 œuvres, Window Fenêtre et On m'a tout faire et Le temps passe, qui étaient 3 œuvres, une trilogie en fait qui parlait de la fenêtre, un peu comme une métaphore pour la vision, pour la vidéo, et qui traitait, tous les 3 traitaient en quelque part cette idée de temporalité, le passage du temps et le lien entre le passage du temps et c'est quoi être conscient. Alors, je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient là, je sais que La Montagne était là et aussi Fabrice, mais est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce premier programme ou... Oui. La question, ça va être celle un peu du cycle de 5 sur 5 qu'on organise donc avec le vidéographe, les fictions polymorphes. Donc on regroupe des artistes qui sont dans le catalogue du vidéographe, qui sont des vidéastes et qui ont choisi d'utiliser la vidéo pour raconter des histoires d'une autre façon. Oui. Comment tu envisages donc la spécificité du vidéo ou peut-être l'accès facile que donne l'équipement vidéo pour raconter des histoires d'une autre façon? Oui. Oui, c'est une question intéressante. Je crois que vraiment au début de la vidéo, comme de 65 à peut-être 72, il y avait un très grand intérêt pour le langage qui est grâce à l'art conceptuel en quelque part. Il y avait cette présence de langage dans l'art contemporain. Et il y avait des artistes qui avaient intuitivement commencé à utiliser le langage pour raconter des histoires. Donc on voit surtout au Canada des artistes comme Lisa Steele ou Colin Campbell qui vraiment étaient comme des conteurs qui racontaient des histoires et qui développaient des personnages ou qui jouaient des personnages à l'écran. Quand on arrive aux années 80, je crois qu'il y a une très intéressante hybridisation entre ces pratiques plus conceptuelles et je dirais des pratiques qui empruntent du cinéma, le cinéma de narration, le cinéma expérimental, qui empruntent de la télévision et aussi qui en quelque part empruntent de la vidéoclip, même si le vidéoclip aux années 80 empruntait ou volait directement du cinéma expérimental. Donc il y avait vraiment une très intéressante hybridisation. Alors je crois que ma pratique avec la narration ou avec les narratives, c'est vraiment en parallèle avec un groupe d'artistes qui travaillaient avec la narration d'une façon expérimentale, comme ici au Québec, des gens comme Mario Côté ou Chantal Dupont ou Luc Bourdon, au Canada, des gens comme Paulette Phillips ou Sue Reinhardt ou Dennis Day. Alors je suis vraiment parti de cette vague et je crois que je suis
je suis vraiment comme en quelque part lié historiquement avec peut-être des gens comme Steve Ranke, on était des artistes qui sont arrivés sur la scène dans les années 80. On était moins préoccupés par des questions une politique d'identité. Moi, je suis artiste gay, et c'est important dans mon travail, mais c'est pas a priori des œuvres qui ont un objectif de changement politique ou social. Mais il y a toujours un questionnement autour de notion de l'identité qui est informée par ça. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question. Je crois qu'aussi, comme moi, j'étais très intéressé par la littérature. Et il y a un aspect de mon travail qui est très surtout dans les années 90, un aspect du travail qui est très écrit, où l'écriture et la parole et le texte est hyper important. Et nous verrons une transformation de l'utilisation du texte dans les années 2000. Alors, est-ce que je continue? Ça répond un peu aux questions? Un peu? D'une façon très floue. Alors, Luc, on a perdu encore l'image pour l'ordi. Ah, tiens, c'est là. Alors, les années 2000, pour moi, étaient dans le vidéo Crush. Le personnage, il y a un moment dans la vidéo où le personnage perd sa voix et perd le parole et perd le langage. C'est une histoire d'une personne qui veut se transformer en animal, donc il perd cette faculté humaine de parler. Et je dirais qu'il y avait un silence qui avait envahi mon travail après ce moment. Et j'étais plus intéressé par présenter le texte sur l'écran et de raconter des histoires, par le voix off, mais avec des titres, des intertitres. Et ces intertitres sont devenus de plus en plus fragmentés. Ça devient des aphorismes. Et ça devient comme des listes ou des instructions, finalement. Et il n'y a plus de narration. En même temps, et c'est de ça que j'aimerais parler plus ce soir, il y a mon travail commence à occuper comme deux lieux, des salles de projection comme ici, mais aussi des galeries. Alors souvent, comme une œuvre comme Planétarium, c'était présenté comme installation vidéo, en même temps que c'était présenté dans des festivals. Et c'était présenté au moins 3 fois comme installation. Et finalement, Échec, qui était aussi présenté comme une installation vidéo, ceci, on voit vraiment rien à la galerie Vox. Mais si tu peux imaginer, cette petite image est sur un socle. Et à côté, on voit un autre socle qui a cette rasoir là-dessus. Et il y a un moment dans la présentation de la vidéo où le rasoir est activé. Ça fait un bruit qui va sonoriser ça aussi, c'est devenu partie de ma pratique d'utiliser les circuits pour activer les lumières ou activer des objets électriques en parallèle avec la vidéo. Donc, non seulement de synchroniser, de jouer des images vidéo ensemble, mais aussi d'activer des objets comme un rasoir ou un tourne-disque ou des ampoules. Et en quelque part, ça s'est intégré dans l'installation. Alors maintenant, on arrive... Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au visionnement d'hier soir? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont assisté à ce programme les années 2000 ou à ces œuvres en général. Oui, Jean. J'aimerais ça que tu dises quelques mots sur ton rapport au son et à la musique. Parce qu'il y a soit, tu as mentionné
les vidéoclips des années 80 qui avaient une certaine, en tout cas qui étaient dans le contexte où tu te trouvais toi-même. Oui. Puis, le mot score dans un des titres, Oui. tout ça. La présence d'instruments de musique dans certaines œuvres aussi. Oui. Peux-tu élaborer un peu sur cette dimension-là? Bon, il y a diverses façons dont je pourrais parler de ça, mais peut-être le plus bref, ça serait de dire que l'image et le son et le texte occupent des places équivalentes ou qui ont le même poids dans mon travail. Donc mon travail comme artiste ou comme artiste qui travaille avec la vidéo, c'est aussi un travail musical, un travail de recherche sur le son. C'est un travail de recherche dans l'image et dans le texte. Et en fait, mes œuvres sont une façon de broder ces trois choses ensemble, le son, l'image et le texte, pour créer quelque chose que j'espère est plus que la combinaison de ces trois choses. Une autre façon de répondre à cette question, bon, juste pour finir cette remarque, dans mes travaux dans les années 80, souvent je faisais les trames sonores en premier. Je faisais des compositions sonores et j'ajoutais des images à ça. Et j'ai réussi à un peu comme briser cette mauvaise habitude et de travailler toutes les trois ensemble à un certain point. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais à un certain moment, et je vais parler un peu de ça ce soir, je crois que j'ai réalisé que j'étais vraiment préoccupé par les questions de visualiser le son, de rendre le son visible, et un peu de penser des diverses modalités de rendre le son visible, créer une expérience ou de simuler une expérience de synesthésie pour le spectateur. Et c'est une préoccupation qui anime toujours ma pratique. Donc peut-être en présentant un peu les œuvres de ce soir, ça va être plus clair pourquoi je dis ça. Alors, mon travail en installation a émergé premièrement avec pas exactement une frustration, mais une très grande compréhension de ce que je ne pouvais pas faire dans une salle de visionnement comme ici. Et c'était vraiment de travailler avec un plan séquence en longue durée, comme de faire un plan séquence de 30 minutes, de moi qui colle des watts de coton sur mon visage. Je crois que personne pourrait tolérer ça. Même si ça serait possible de faire ce genre de travail dans les années 70, et c'était très au courant de travailler avec des très longues durées et de faire des gestes performatifs comme ça, je croyais qu'à l'année 2000, c'était plus possible de vraiment travailler avec ce langage dans un contexte festival ou un contexte de cinéma. Donc ça m'a poussé aller vers les galeries et faire ce genre de vidéo performance que j'ai toujours vraiment aimé beaucoup dans les galeries. Alors j'étais vraiment inspiré par les artistes comme celles que j'avais mentionnées plus tôt, comme Colin Campbell ou Lisa Steele, mais aussi Vito Acconci ou Bruce Nauman, tous ces artistes qui travaillaient vraiment en noir et blanc dans les années 70 avec les porte-à-pattes, qui faisaient vraiment des performances pour la caméra sans être montées. Un autre aspect de ce travail qui est très important, c'est le juxtapositionnement de deux images et en quelque part travailler avec un sens qui est créé spatialement et pas linéairement. Alors normalement, dans un montage cinéma, une image remplace une autre de façon linéaire. Mais c'était vraiment de juxtaposer spatialement deux images et voir quel genre de sens pourrait être produit par une telle juxtaposition. Alors ici, j'ai trouvé une image
qui a été fait par un artiste amateur, un tableau, une reproduction de ce fameux tableau de Van Gogh, le autoportrait avec l'oreille coupée. Excuse-moi, parfois les mots me manquent. Mais voilà, j'ai trouvé ce tableau vraiment charmant, mais aussi je crois que ça révélait quelque chose dans la culture populaire, une attitude qu'on a face aux artistes qui sont comme des animaux, des sauvages. Comme, vous le voyez pas très bien, mais Van Gogh, il y a un chat dans l'image à gauche. Alors, c'était ça un peu l'objectif de Fuzzy-Face, c'était d'essayer de manifester cette signification qui était produite par le juxtapositionnement de ces deux images, cette présence fantomique qui circulait entre les images, mais qui n'était pas vraiment dans les images. En 2010, j'ai reformulé cette œuvre. C'était présenté à peu près 4 fois dans différentes versions, mais ça, c'est la version qui a été présentée au Leonard and Bina Ellen Gallery à l'Université Concordia, qui fait un peu un clin d'œil à Naumann et ses œuvres corridors. Mais l'œuvre était vraiment montée par l'architecture. Le spectateur avait toujours rencontré toujours ces deux images en premier, l'image vidéo en deuxième. Happy Hour poursuivait un peu dans la même logique. Ici, dans cette œuvre, je faisais une reconstruction d'une photo de moi qui était prise à l'âge de... Je crois que j'avais 12 ou 13 ans. Mais mes parents m'avaient donné cette horloge, cette cadran comme cadeau. Et je trouvais que c'était un peu un cadeau empoisonné. Mais parce que c'était un peu comme une façon de dire, bon, maintenant tu es un adulte et tu es capable de gérer ton temps et tout ça. Donc, une question de temps encore. Donc, le spectateur arrive dans l'espace et il ou elle voit ces deux images. Et ensuite, il y a une performance de 60 minutes qui est divisée en 3 écrans de 20 minutes où je bois de la bière et je deviens progressivement ivre. Donc, une façon de faire une performance de vieillir, mais aussi de faire des inversions de loisirs et travail. Et cette œuvre aussi a été reformulée pour l'expo Leonard and Bina Ellen Gallery, où on a une troisième image. Cette œuvre était je crois que c'était 2003, originalement, 2004. Donc, un nouveau photo de moi dans la nouvelle reconstruction, une reconstruction qui a été créée pour l'expo, mais 6 ans plus tard. Je suppose que c'est une œuvre que je pourrais remonter en 10 ans et encore prendre une photo de moi. Et dans cette version, on a présenté la vidéo sur des moniteurs. Satellite, ensuite, dont j'avais parlé plus tôt, et je parlerai plus de ce travail plus tard, dans le spécial surprise que j'ai pour vous, si j'ai pas de problème technique. Mais comme j'ai dit, cette œuvre a été présentée au Musée des Beaux-Arts de Montréal en 2004. Et avant j'ai monté l'expo et quelques semaines plus tard, je partais pour Rome pour faire une résidence de 6 mois pour développer une nouvelle œuvre. Et c'est vraiment cette image que j'avais dans ma tête, que c'était comme les deux écrans étaient comme un livre. Alors de là, j'avais développé le plan de la ville qui voyait l'espace urbain comme un espace textuel, comme une espèce de librairie, une accumulation des gestes qui dépassait la compréhension d'un seul individu. Est-ce qu'il y a des questions? Jusqu'à maintenant, je suis très bavard, je vais juste parler si vous
vous ne m'interrompez pas. Alors, on voit un petit peu mieux ici l'espace dans lequel c'est présenté, mais c'est encore très sombre. Aussi, souvent, il y avait comme une pratique en photographie ou une pratique en images fixes qui accompagnent ces installations. Donc, d'essayer de prendre les idées et de les articuler autrement. Je pourrais parler plus de le plan de la ville, mais déjà, j'ai vraiment parlé beaucoup de temps. Et je crois que c'est important de vraiment d'arriver dans le visionnement, parce que je crois que c'est plus intéressant de visionner les choses que de m'entendre parler. Alors, le cadeau pour ce soir, il y avait des cadeaux pour chacun des 3 soirs, et vous aurez les cadeaux pour tous les soirs, parce que j'en ai des extras. Mais c'est cette publication qui a été créée pour cette expo à la Galerie Vox, avec un très bel texte de l'artiste Monique Monblot. Et l'œuvre centrale de cette exposition était les sirènes qu'on voit ici. C'est pas pire finalement. Les sirènes, son sujet était chanté. Et qu'est-ce qui arrive à un chanteur ou une chanteuse quand il ou elle chante? Et j'ai un peu postulé que ce qui arrive quand nous chantons, c'est que nous vivons très corporellement. On a une expérience de corporéité intense. On est vraiment dans le ici et le maintenant. Et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux qu'une expérience comme chanter pourrait produire cette sensation, cet sens de vivre pleinement dans l'ici et le maintenant. Dans cette œuvre, l'idée, grosso modo, c'était qu'il y aura un film qui est présenté sur l'écran à droite, et sur les 2 écrans télé montés au mur à gauche, nous pourrions voir comment le trame sonore pour le film était créé. Donc, cette idée encore des modalités de visibilité de son, de rendre la production de la trame sonore visible, j'espérais en quelque part agissait comme une façon de nous rendre distants de l'expérience cinématographique. On était séduits, mais en même temps, il y avait comme un petit barrière ou quelque chose qui nous bloquait de cette expérience. J'étais très intéressé par la matérialité de l'art conceptuel des années 60 et 70, qui était, dans le temps, pas vraiment un art qui était fait pour avoir cette présence matérielle, mais je trouvais que les objets comme un projecteur ou un enregistreur sonore ou un tourne-disque, ils avaient vraiment une très belle présence. Donc, ce que nous verrons ce soir, c'est cet écran central de l'œuvre. Je ne l'ai jamais vraiment présenté toute seule sans les 2 autres écrans, donc je suis très curieux de voir comment ça se passe. Bien sûr, nous ne pouvons pas voir comment le trame sonore est fait. Alors, quand tu écoutes le film, essayez peut-être d'imaginer que cette
son est visible. Donc, Luc, si tu es là, je crois que nous pouvons aller au premier clip. Ça a l'air de fonctionner. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, Fabrice. Sur 3 jours, ce qu'on a vu, c'est comme un axe de développement où beaucoup de tes premières bandes, c'était centré sur la personne. Oui. Et plus tu vas dans ton œuvre, plus tu touches au macrocosme. Quelque part, quelque chose d'un peu de la ville, par exemple. Oui. Ce sujet-là, le rapport du son et de l'image, le rapport à son corps, mais d'une manière universelle. Tu ne parles pas d'une personne biographique. Oui. Mais plutôt, tu parles au nom d'un ensemble. Oh, ben, merci, c'est très gentil. La question de chronologie dans ces œuvres est un peu mêlant parce que si je me souviens bien, j'avais vraiment écrit ce texte probablement à l'époque où j'avais écrit Crush. Donc on voit certaines similarités dans les thématiques, comme la question du corps et la corporalité. Mais aussi, c'est bizarre. Je crois que c'était dans Crush où j'ai commencé à filmer en Super 8. Et tout ce projet était tourné en Super 8. Que j'ai trouvé avec l'air, c'était esthétiquement, c'était très, très, très belle. Alors, j'ai voulu toujours comme filmer quelque chose en Super 8. Donc, j'ai fait avec cette œuvre-là. Oui. D'autres questions? Oui. Est-ce que c'est parce que maintenant tu fais plus d'installation que le fait d'être dans un dispositif d'installation qui touche plus au même sujet qu'auparavant, qu'une monobande qui permet d'être plus personnel? Est-ce que tu dirais ça? Je crois pas, non. Je crois que c'est juste je sais pas, on vit des changements dans notre travail, ou dans nos vies plutôt. Et je crois que j'ai voulu juste explorer d'autres questions, quelque chose comme ça. Peut-être l'œuvre devient de moins en moins personnelle plus que je vieillis. Oui. Et pourquoi ça ne chante pas dans le film? Tu sais, oui, c'est une très bonne question. Et j'ai pensé que ça serait mieux que chacun peut imaginer son chanteur, parce que pour quelques-uns, ça va être Maria Callas, et pour d'autres, ça va être Patsy Cline. Et tu sais, je crois que c'est très personnalisé. C'est qui le chanteur qui a cet effet sur nous d'entendre quelqu'un et on sent vraiment que cette personne tient notre cœur dans leurs mains, vraiment on vit quelque chose en entendant cette voix. Donc je pensais que si je fournissais le son de voix, c'était très risqué. Parce que si j'avais pas accès à Nina Simone, ça pourrait vraiment comme tourner contre moi. Donc ça c'est peut-être la réponse la plus simple. Mais je crois, ceux qui aiment la musique, je crois qu'on a tous ces chanteurs qu'on vit avec, qui sont qui sont comme des personnes qui sont très importantes pour nous, surtout quand on veut pleurer. D'autres questions? Je continue. Oui. Peut-être un commentaire. Je trouve que c'est une très belle œuvre, très actique, très proche de la sensorialité, qui fonctionne beaucoup sur la tension et l'absence. Oui. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à l'absence de la voix, l'imaginaire de la voix. Oui. C'est vraiment magnifique. Je ne la connaissais pas, cette œuvre. Oui. Et peut-être
c'est dans l'installation, le présent c'est fourni par les deux autres écrans. Comme je suis en train de... Bon, j'avais décidé pour une raison de vraiment utiliser le lexique de la musique rock. Alors, j'avais vraiment un guitariste qui jouait une guitare électrique dans un studio, une femme, puis elle faisait des bruits. Et j'étais vraiment attiré par des bruits qui étaient beaucoup plus bruit que musique, en quelque part. Et alors, on le voit dans son atelier, dans le studio de son, faire ça. On me voit en manipulant des tourne-disques. On voit... je mets des couteaux dans des guitares et je les fais vibrer les cordes comme ça. Donc, il y a un aspect aussi qui est très... Donc, où cette présence est peut-être fournie. Luc, est-ce qu'on peut avoir l'écran de l'ordi encore? L'imaginaire, Luc. Merci. Donc, comme ici, on voit que je suis en train de manipuler deux tourne-disques et ça, c'est vraiment dans la séquence où on voit les tourne-disques à l'écran. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, peut-être je vais continuer. Donc, ça aussi, c'était accompagné par une série de photos qui montraient des images qui étaient tirées de Super 8. OK. Alors, on passe au mot retranché. Et ça, c'était une œuvre qui a été produite pour une rétrospective mi-carrière, ce qui a été surnommé très optimistiquement une rétrospective mi-carrière. Je crois que c'est plutôt la fin de carrière. Mais bon, on espère qu'il y aura un autre 25 ans. Est-ce qu'on espère ça vraiment? Donc, pour cette œuvre, je ne sais vraiment pas comment parler de cette œuvre. C'était tellement une œuvre difficile pour moi, pour la conception et pour la réalisation. Et c'est très ironique parce que c'est une œuvre, en fait, qui parle très profondément de l'échec et de la phénomène de la page blanche. C'est ça, writer's block. J'avais reçu une bourse du Conseil des arts du Canada pour développer cette œuvre et j'avais aucun intérêt pour le faire. Alors j'avais pensé, je vais travailler dans mon atelier et je vais juste faire n'importe quoi et je vais voir qu'est-ce qui va arriver de cela. Et rien n'est arrivé finalement. J'ai travaillé pendant des mois et j'avais une très bizarre approche, très écologique, où rien sortait de mon atelier et je faisais un recyclage continuel avec le poubelle de mon atelier. Finalement, j'avais cette expo en horizon. Michel Thériault de la galerie m'a dit « Ok, on va faire une expo » parce que originalement, c'était juste un visionnement. Mais je crois que Marina, qui est ici, je crois, elle a convaincu de faire toute une expo, alors merci. Mais j'ai repris ce texte que j'avais qui parlait de cette question d'être bloqué, de ne pas être capable de parler. Et qui était étrangement beaucoup écrit quand j'étais en voyage en Italie et j'apprenais l'italien. Et j'avais cette sensation de un peu comme prononcer des mots magiques que je disais comme abracadabra et quelque chose se produisait, mais je ne sentais pas le sens ou la profondeur de langage. Alors c'était presque comme utiliser un langage qui était absolument déraciné. Alors j'étais là avec ce texte que j'avais écrit et je ne savais pas comment le développer. Et je me souvenais d'un album, un disque que j'aimais beaucoup des années 80, d'un groupe qui s'appelle Orchestral Maneuvers in the Dark.
Et ça s'appelle Dazzle Ships. Et c'était un album qui a été fait avec des bruits, des jouets d'enfants, des dactylos, des instruments amateurs, vraiment comme une espèce de musique concrète, mais développée dans un langage populaire. Ça utilisait des radios, des guitares de comme $50 ou des organes de comme $25, comme l'espèce de choses que tu verras chez ta grand-mère ou quelque chose. Alors, j'ai décidé d'utiliser ça comme engin pour générer l'œuvre et c'est ça que j'ai fait. Alors, comme tu vois, l'œuvre est comme 4 écrans et c'était à peu près 40 pieds de long. C'est presque impossible de le représenter sur un petit écran comme ça. Alors, ce que je vais faire, il y a à peu près 13 épisodes et je vais penser juste présenter quelques images de certains épisodes de cette œuvre et vous lire le texte pour que vous aurez au moins une sensation ou une idée de l'odeur de cette œuvre. Et ensuite, nous verrons un très court extrait adapté pour deux écrans de juste une section pour que vous aurez un sens de qu'est-ce que ça donne. Donc ça, c'est la publication qui a été faite pour cette expo. J'ai apporté quelques copies avec moi si jamais vous voulez en acheter. Alors, je dis des mots et ils semblent n'avoir aucun sens. Les mots sont comme un sortilège. Je suis étonné quand je les lis et qui produisent l'effet désiré. Je t'écoute parler et des pensées me viennent rapidement. Il y a tant de choses que je pourrais te dire. Tant de choses, lorsque tu cesses de parler, je reste sans voix. Je sens les coquilles quand j'écris. Je sens mes doigts appuyés sur les mauvaises touches. Et quand je parle, je sens les erreurs avec ma bouche, mes lèvres et mon cerveau. J'entends les erreurs, mais il m'est impossible de cesser de parler. Et ça, c'est très, très apte pour ce soir aussi. J'ai cessé d'écrire, non pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce que j'ai l'embarras du choix. Celui-là est très court. Le public n'est pas venu de son plein gré. C'est comme une métaphore, mais ce n'est pas une métaphore. La beauté de penser une pensée versus la beauté de rendre une pensée par les mots. Et ceux d'entre vous qui écrivent connaissent la beauté de cette sensation. Alors, l'extrait que nous verrons, comme j'ai dit, c'est un petit épisode c'est à peu près 1 minute 30, je crois, des mots retranchés. Et c'est Charles Guibert qui m'avait donné ce très beau titre pour une œuvre qui, en anglais, s'appelle Unwriting. Alors, Luc, si on peut voir le deuxième clip. Ce petit chapitre est un peu... ça résume beaucoup des gestes, ou une série de gestes dans la vidéo où je produisais la musique rythmique avec des mines de crayon qui brisaient, ou avec des dactylos, ou avec les mains qui applaudissent, des espèces de rythmes complexes à la Steve Reich. Et aussi travailler avec des bruits
de radio ou de code Morse pour générer la musique. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires particuliers. Je sais que c'est difficile parce que je te montre pas l'œuvre entière. Ok, bon, c'est cool. On passe le prochain œuvre. Alors, si Luc, tu peux me donner l'écran encore, l'écran ordi. Merci. Alors, 2280 Hz, c'était fait pour le musée d'art contemporain pour le triennal québécoise en 2011. Et grosso modo, l'œuvre était construite pour 2 salles. Dans la première salle, on voyait une projection style cinéma. Et dans la deuxième salle, on avait une série d'objets qui produisaient des sons, des moniteurs vidéo, un tourne-disque, des haut-parleurs et aussi un oscilloscope pour visualiser certains sons. Donc, l'idée était un peu comme une récapitulation des sirènes, qu'on a un film qui est présenté et on voit pas à côté, mais derrière l'écran, comment le trame sonore est produit. Donc, au musée, oui, on voit vraiment rien. Peut-être, Luc, est-ce que tu peux baisser les lumières du théâtre? Peut-être on verra un petit peu plus. Pas vraiment, mais un petit peu plus. On rencontrait cette image d'un danseur qui faisait une série de gestes très simples qui mimaient des mouvements. Et derrière cet écran était une autre pièce, une autre salle, où on voyait 2 moniteurs vidéo et l'oscilloscope. On voit pas très bien l'oscilloscope, mais c'est à côté du moniteur à droite. Et aussi, complètement en arrière, 2 ampoules qui, à un certain moment dans l'installation, à la toute fin, clignotaient comme une petite conversation, comme un petit battement de cœur. Il y avait aussi un tourne-disque qui était immédiatement derrière l'écran, qui était activé par un circuit à un certain moment dans l'installation et qui produisait une espèce de... juste un clic. Le centre, le noyau de cette œuvre était un texte qui parle d'un rapport entre le son et la subjectivité, comme un son qui est capable de produire une sensation d'angoisse dans le spectateur. Et je ne vais pas trop en parler de cet texte parce que nous pourrions l'expérimenter dans l'extrait que je vais montrer tantôt. Ici, on voit un peu mieux cet oscilloscope qui était à côté de l'écran droite. Et l'oscilloscope parfois montrait des sons qu'on n'entendait pas. Le son d'un bébé qui crie, qui avait un certain rapport avec le thème de l'œuvre.
Donc, on verra cette œuvre. C'est une œuvre de 5 minutes, mais pour vraiment expérimenter l'œuvre, il faut être dans les deux pièces pendant 5 minutes. Donc, en première, on va voir la première salle, la salle 1, et après ça, nous verrons la salle 2. Donc, Luc, on peut regarder le troisième vidéo. Alors, le son qu'on entend à la fin, c'est vraiment cette fréquence de 2287 Hertz. Et je crois que ça remet en question peut-être la véracité de cette histoire. Parce que c'est pas du tout la même fréquence d'un bébé qui crie ou d'un sirène. Mais en quelque part, j'ai trouvé peut-être le mythe plus intéressant que la vérité, parce que je crois que ça révélait quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à cette œuvre ou non, ça pas là? Ok, super. Alors, où est-ce qu'on est rendu? Bon, on est presque là. Donc, Satellite, que j'ai évité de parler de cette œuvre plus tôt. J'avais parlé de cette œuvre un peu hier soir et comment c'était né. En fait, j'avais ces films scientifiques, des films éducatifs des années 50, 60, 70 que j'avais trouvés. Et j'avais ces aphorismes un peu absurdes les aphorismes étaient des restants de notre projet, une vidéo qui s'appelle Planétarium que j'avais présenté hier soir. Mais à cette époque, j'étais très intéressé par l'absurde ou le non-sens. Et j'ai trouvé ça intéressant d'interrompre ces images très scientifiques et très factuelles avec un non-sens. C'est un peu comme mettre le paradigme scientifique en question. Alors, cette œuvre a été développée durant une résidence d'artistes à Vancouver, à Video In, Video Out. Et pour cet événement, ils voulaient que je fasse une version qui sera présentée dans un bar, un peu comme un spectacle. Et ça m'angoissait beaucoup parce que j'aime pas vraiment la performance. Et mais j'ai développé une version que j'ai trouvée était bon pour ce contexte. Alors, en fait, un des objectifs de Satellite, j'ai voulu faire une œuvre que je pourrais présenter dans un bar ou dans une discothèque. Mais finalement, j'ai réalisé que l'œuvre était vraiment trop menaçante pour présenter dans une discothèque. Mais ça, c'était un des objectifs de ce travail. Donc, pour la version que j'avais fait en 2002, la version de 2002 était vraiment beaucoup plus longue que ce qui était présenté éventuellement au Musée des Beaux-Arts. Et il y a une section que j'ai coupée pour les raisons que je crois vont être évidentes une fois que vous verrez l'œuvre. Mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Alors j'ai fouillé dans mes archives pour faire cette présentation et j'ai pensé, bon, c'est une opportunité de montrer cette chose que je trouve est très drôle, mais que je n'avais pas vraiment l'opportunité de présenter. Et étant donné les événements aussi de l'année dernière, je trouvais que c'était propice. Alors, j'espère que le Blu-ray
fonction, Luc, et qu'on peut présenter cette œuvre que je viens d'introduire. Oui, excellent. OK, c'est 14 minutes. Ça intègre des aspects de la version de 2002 et 2004. Et 2002 est à la fin, 2004 au début. Ça, c'est la fin de ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le dernier œuvre. Oui. Est-ce que qu'est-ce qui est arrivé en premier entre la chanson et le titre de ton œuvre, de montage? Oh, le titre était là bien avant. Mais quand je faisais le montage, je marchais et c'est 120 BPMs, beats per minute. Et j'ai réalisé que la chanson de Lou Reed était dans la même signature, comme dans le même temps. Quand je marchais, parce que je marche à peu près 120 BPM, je réalisais que ça devait être assez facile de couper la chanson dans le rythme existant. Et en fait, ça tombait vraiment parfait dans le rythme. Donc, c'était un joli hasard. Oui. Une autre question, mais parce que c'est plus flagrant dans cette œuvre-là, mais c'est présent dans beaucoup de ton travail, le fait que tu joues sur le français et l'anglais. Comme là, on a une œuvre qui est vraiment bilingue, mais sans nécessairement qu'une traduction. Mais dans ton travail aussi, dans le passé, tu as souvent fait différentes versions pour des œuvres, des fois jouer avec des subtilités dans le langage. Oui. Tu peux parler de ça, du jeu entre... Parce que je pense que c'est quand même... Moi, je connais pas d'artistes canadiens qui ont joué autant avec la cohabitation des deux langues dans les mêmes œuvres. Sinon, on peut faire des citations ou d'autres trucs. Mais oui, peut-être Michael Snow. Mais je crois que j'étais toujours intéressé par le langage et le matériel. En quelque part, le langage comme matière, la matérialité du langage. Et même dans 2280 Hz, Pamela Wichter qui fait le langage des sourds muets, je crois que j'étais toujours intéressé par ces questions de traduction et langage. Et c'était quelque chose que je pourrais exploiter et investiguer pleinement au Québec. Je crois que dans Emission ou dans Comédie ou Window, Fenêtre, j'ai vraiment fait des œuvres qui étaient bilingues où les deux langages étaient vraiment dans le même vidéo. Et je crois que aussi quand je faisais Satellite pour le Musée des Beaux-Arts, ça semblait être une façon de régler cette question de est-ce que je présente une version française ou anglaise. Au musée, bon, je pourrais présenter une œuvre qui était les deux en même temps. Je dois avouer que la traduction posait comme sérieux problème. Et j'ai travaillé avec Colette Touga qui traduit toutes mes œuvres depuis ce temps-là. Elle a vraiment trouvé des solutions excellentes pour certaines choses que j'avais écrites qui étaient en fait intraduisables, mais elle trouvait comme une équivalence. Et elle me dit maintenant qu'elle connaît ma voix, elle connaît comment me traduire, elle me caractérise comme être, c'est quoi,
nostalgie ironique. C'est ça ton style. Et je crois que c'est juste. Oui. Bon, ben, merci à Vidéographe, merci à la Cinémathèque québécoise et merci surtout à vous d'être venus ce soir. Parce que si j'étais ici toute seule, ça aurait été bien plate. Alors, mon site web, tu peux me suivre sur Twitter et Instagram. Je suis mieux sur Instagram, plutôt infréquent sur Twitter.